Gauche-droite, la chose la plus simple à dire, c'est que c'est relatif. Vous êtes à ma droite, vous êtes à ma gauche, si je me retourne, c'est l'inverse. Ça paraît idiot, mais c'est le cœur du clivage gauche-droite. Ça n'est que relatif. Le 10 et le 11 septembre 1789, on a voté par droite et gauche, on aurait pu voter par debout assis, sur la question du veto du roi. Et on a retenu tout un temps, sans en faire pour autant le cœur de la vie politique, que à droite étaient ceux qui voulaient le veto du roi, à gauche étaient ceux qui refusaient le veto du roi. Qu'est-ce que ça signifie? Au fond, le message du veto du roi, c'est un message complet. La question clé, c'est le rapport au peuple. Le peuple est-il le souverain? Le peuple a-t-il la capacité de se diriger? Ou bien le peuple doit-il avoir une élite, un roi, des prêtres, une forme qui provient d'au-dessus de lui et qui ne procède pas de lui, qui a la capacité de le diriger en dernière instance et de l'empêcher de faire les bêtises qu'il ferait tout naturellement parce que le peuple est porté à faire des bêtises. Et en face, la gauche, c'est l'idée que le peuple est la source de la souveraineté. C'est d'ailleurs ce que dit la Constitution de gauche de 46 dans son préambule, qui a été repris dans celle de 1958, dont on se soucie guère du préambule, mais le préambule dit que le peuple est le souverain et la source du pouvoir. Alors, c'est à partir de cette idée que se forme l'idée gauche et droite, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une autorité au-dessus du peuple qui est en mesure de le remettre en place quand il fait des bêtises, ou pas. Alors aujourd'hui, par exemple, Ursula von der Leyen peut-elle dire à un pays, comme l'a dit Breton, les élections permettent au peuple d'exprimer leurs souhaits, les traités votés fondent la politique qui est menée par les pays de l'Union. Là, c'est l'exemple même du veto. Et l'exemple même de la droite et de la gauche dans leur fondement, la droite, c'est tout le système qui dit c'est Bruxelles qui décide en dernier ressort, Bruxelles qui est de droit divin puisque vous n'avez pas élu Madame von der Leyen, vous ne lui avez pas donné les 2/3 des pouvoirs qu'elle s'est donné elle-même sans que personne ne les lui vote. Donc on est vraiment dans du pur clivage gauche-droite. Et en réalité, personne ne le voit comme un clivage gauche-droite. Donc, il y a ce qui s'est passé les 10 et 11 septembre 1789, et puis il y a ensuite ce que l'histoire a produit dans notre pays, en France, qui est un pays particulier parce qu'il a la tradition d'une vision universelle des choses. Les grands débats qui animent la France, c'est pas est-ce qu'il faut à la France le mariage pour tous ou l'école privée, c'est est-ce que c'est bien en général le mariage pour tous, est-ce que c'est bien en général l'école privée. La France, elle n'a des débats que sur des questions universelles. Et les questions purement françaises, elle ne les a pas pour des raisons très profondes qui tiennent à la façon dont les 33 ont constitué la France et dont la République l'a organisée ensuite. Si on regarde ce clivage, il n'a pas été l'élément central au XIXe siècle pendant une bonne partie du temps. Ce sont d'autres questions qui ont été mises en avant, notamment par le ministre Guizot, qui est le représentant, aujourd'hui on dirait de la droite. Bon. Mais à l'époque, c'est pas comme ça que c'est vécu. Quand on interroge Guizot, je crois que c'est un journaliste qui interroge Guizot, qui lui dit « Mais quel est le sens, monsieur le ministre, de votre politique ?» Et Guizot répond « Je fais de la lutte des classes, je me bats. » Marx n'avait pas encore utilisé le mot et ne l'avait pas en tête. C'est en lisant Guizot que Marx a dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est cela qu'il fait. » Et c'est exactement le cœur du mouvement
des sociétés, c'est la lutte des classes. Et ensuite viennent les théories de Marx sur la lutte des classes. Je vous les épargne. Mais en revanche, en France, la suite, c'est la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est la violence à force ouverte, avec pour résultat, du côté de ceux qui sont des faits, des morts en grand nombre, et un exil en Algérie pour beaucoup, et du côté de ceux qui vont l'emporter, au fond, une tâche indélébile. Ils se sont alliés avec les Prussiens qu'ils venaient de combattre contre le peuple de Paris. Jamais cette tâche ne sera lavée. Ouais. Donc, des deux côtés, un échec total. La République va surgir de l'échec de l'Empire, du Second Empire, et la capture de l'empereur à Sedan. Et de là, les républicains vont se dire, il faut quand même qu'on trouve autre chose que la lutte des classes si on veut construire une république qui fonctionne un petit peu plus que la Seconde République qui s'est transformée en empire très très vite. Et c'est là qu'ils se tournent vers l'idée du clivage gauche-droite, en disant, au fond, ce clivage gauche-droite, il permet de mettre dans deux visions de la société des gens qui se trouvent dans des classes sociales différentes. On peut être de gauche en ayant une position confortable, on peut être de droite en étant un ouvrier. Bon. Donc, ça va permettre de passer par-dessus la lutte des classes, et on a quelques bons exemples. Jean Jaurès, c'est un riche. Et c'est vraiment la gauche. C'est lui qui fonde le Parti socialiste en faisant fusionner divers groupes et groupuscules en 1905. Et il va ensuite être le représentant de la gauche. Mais c'est quelqu'un qui est très fortuné et qui ne le cache pas. Hein, comme Engels d'ailleurs. Et ou Léon Blum. Comment ? Ou Léon Blum. Léon Blum, j'allais le dire. Ouais. Léon Blum suivra comme image de la gauche, lui-même ne provient pas des couches populaires. Et donc, on a cette idée que autour de grands principes, on va structurer la droite et la gauche. On va structurer la République pour que ça ne pète pas, pour reprendre un terme clair et simple. Alors, qu'est-ce que on va prendre comme structure ? Eh bien, on va reprendre, sans parler du veto, on va reprendre le même thème. C'est-à-dire, on va mettre à droite les gens qui pensent que le peuple livré à lui-même a la capacité de faire des embardées et que il vaut mieux qu'il soit encadré par des institutions, la nation, la justice et toutes sortes, la police, la gendarmerie et toutes sortes d'institutions et d'ordre de type ordre moral qui vont permettre au peuple d'arriver à se tenir parce que si on le laisse seul, il peut faire beaucoup de bêtises. Et à gauche, on va avoir le jugement inverse, c'est le peuple qui sait et toutes ces institutions qui ont bien sûr leurs nécessités, police, justice, etc., elles posent un problème, comme le disait Platon, qui va garder les gardiens ? La droite considère que cette question est sans importance, la gauche considère que cette question de Platon, elle est centrale. Qui va garder les gardiens ? Et donc, la droite, elle va être comme Goethe au siège de Mayence, elle va dire « je préfère une injustice à un désordre », et la gauche va inversement dire « je préfère le désordre à une injustice, car l'injustice n'est que le prélude à un nouveau désordre ». Et là, vous voyez se dessiner tout le XXe siècle de gauche, le désordre ou l'injustice. Et évidemment, vous allez dire, mais il faut éviter les deux. Mais ceux qui fondent tout cela dans les débuts de la Troisième République, leur idée, c'est que la République, elle est au-dessus de la droite et au-dessus de la gauche, comme le dira De Gaulle quelques décennies plus tard, et que donc l'existence dans le pays d'un débat permanent, organisé,
autour de ces deux tropismes va permettre que, au cœur, la République surmonte tout cela. D'autres ont dit, alors, en simplifiant à l'extrême, que la droite était pour la liberté, même si c'était l'inégalité, et la gauche était pour l'égalité, même si la liberté devait en pâtir à cause de régulations et de réglementations qui seraient apportées. Bon, mais c'est ce mouvement-là. Et alors, je conclue, j'ai quelques minutes. Oh oui, bien sûr. Ensuite, il y a l'anthropologie. Alors ça, c'est terrible. Parce que au 19e siècle, il y a les idées, elles sont pures, ça avance, c'est super, il y a Hegel, il y a Marx, il y a Locke, il y a qui on veut, et les idées, elles marchent toutes seules. Et au 20e siècle, on se rend compte qu'il y a l'anthropologie et que l'humain ne naît pas, contrairement à ce que pense Rousseau, absolument vierge, et ensuite la société en fait ce qu'elle veut. Non, l'humain, il naît avec beaucoup de caractéristiques qui font que il va transformer les choses à sa manière. Bon. Et on va voir se développer dans la deuxième moitié du XXe siècle deux phénomènes. Un phénomène de bureaucratisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit un organisme pour faire quelque chose, l'organisme se préoccupe de moins en moins de faire quelque chose et de plus en plus de défendre son existence. Et ce phénomène va entraîner une sorte d'ethnicisation, en quelque sorte, de la gauche et de la droite, en y plaçant des manières de faire, des manières de se comporter qui vont être de gauche ou qui vont être de droite. Et on va avoir notamment, à partir des années 60, l'idée que la gauche et la droite, ça n'est pas j'ai voté pour la gauche ou j'ai voté pour la droite, c'est je suis de droite ou je suis de gauche. C'est-à-dire que on s'installe dans une sorte de gauche ethnique ou de droite ethnique, et donc on voit le mal en face et le bien de son côté. Alors, dans un premier temps, ça permet de conforter les appareils de droite et de gauche, tandis que le dialogue imaginé par les fondateurs de la Troisième République continue à se dérouler dans un monde où, à un moment, un dirigeant socialiste dit « les communistes, ils sont à gauche, enfin, ils sont surtout à l'est ». Et là, on comprend que ça va basculer. C'est-à-dire que le système bureaucratique qui va faisander les partis à droite et à gauche va leur faire perdre leur substance, tandis que dans la population, on considérera que l'on est intrinsèquement de droite ou intrinsèquement de gauche, sans plus très bien voir les conséquences politiques, mais en voyant des conséquences psychologiques, une manière de se comporter vis-à-vis des autres. Un exemple, il y a des pauvres et il y a des gens moins pauvres. Alors les gens un peu moins pauvres, ils vont donner de l'argent pour les un peu plus pauvres. À gauche, ça s'appelle la solidarité, c'est structuré, c'est organisé. À droite, ça s'appelle la charité, c'est structuré, c'est organisé. Entre la solidarité et la charité, vous voyez bien que les deux s'opposent terme à terme. C'est pourtant, dans les deux cas, donner un peu de son argent quand on en a un peu, à d'autres qui en ont un peu moins et qui en ont besoin. Mais dans la réalité, on est devenus des gens qui n'ont plus rien à voir. L'un fait la solidarité, le poing levé, et l'autre fait la charité, la main tendue. Et ça va aboutir au fait qu'ensuite, lorsque le mur de Berlin va tomber et que le système organisé par la guerre froide, qui avait préempté la gauche et la droite, va tomber, à ce moment-là, tout le système va tomber. C'est-à-dire que la droite qui, en France, principalement se référait au général de Gaulle, va avoir une politique absolument à l'opposé de tous ces engagements. La gauche qui se réfère à Jean Jaurès va avoir une politique qui est
totalement opposée à celle de ce fondateur du Parti socialiste. Et vous allez voir tout ce monde communier dans le néolibéralisme qui, globalement, je vous rappelle l'idée, quand on laisse les idéologies mener le monde, on a le communisme, c'est affreux, on a le fascisme ou le nazisme, c'est affreux. Il ne faut plus laisser aux hommes la possibilité de diriger le monde et de préparer leur avenir. Seul le marché, parce qu'il est formé par des milliards d'actions au fil des jours, au fil du temps, peut diriger les choses. Alors, on y ajoute 2 éléments. On constate que le capital est le plus productif quand il est le plus libre. On constate le travail est le plus productif de richesse quand il est le plus contrôlé. Et donc, ça vous explique que celui qui lance le néolibéralisme comme forme de gouvernement dans son pays est Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973 au Chili. Et dans ce cadre-là, ceux qui vont étendre au monde entier les principes du néolibéralisme, ce sont des socialistes français. C'est Pascal Lamy, c'est Bérégovoy, c'est une série de gens qui vont mettre en forme, c'est Delors, ils vont mettre en forme la globalisation financière qui est strictement le contraire de l'idée de la défense des travailleurs. Et ensuite, donc, tout ça va disparaître, et je termine par là. Au tournant du XXe siècle, ceux qui portaient le nom droite et qui portaient le nom gauche ont fusionné dans la communion néolibérale mondialiste exprimée sur un bout du territoire mondial qui est l'Union européenne, et il n'est plus rien resté de l'inspiration des fondateurs de la Troisième République sur la droite et sur la gauche. En revanche, on retrouve tout à fait Guizot avec la lutte des classes. Le bloc bourgeois autour d'Emmanuel Macron ou dans divers pays européens autour de leaders de ce type, et en face, un bloc populaire autour de l'idée de la souveraineté nationale et du pouvoir du peuple. Donc aujourd'hui, on est dans une situation curieuse où on est bien en face d'un clivage qui a tous les éléments du clivage droite-gauche en son sein, mais il n'est pas celui que les éditorialistes payés par les 11 milliardaires qui possèdent 94% des médias ont décidé de maintenir en place.